Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui au Togo. Il va prendre part demain à Lomé au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Les partenariats État-secteur privé enregistrent des avancées. Elles ont été saluées par le Premier ministre à l'occasion des journées nationales de partenariats instaurées entre les deux entités. Plusieurs projets ont été réalisés, augmentant du coup la croissance. Et cette croissance profite bien au monde agricole. L'État ivoirien vient de lancer la mécanisation de l'agriculture. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua a remis un important lot de matériel agricole d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA aux agriculteurs. Et en Égypte, au moins 9 soldats ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï, où l'armée combat une branche locale de l'organisation djihadiste État islamique. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Commençons par ce communiqué de la KIDP. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics informe la population que le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le mardi 11 octobre 2016 est publié au journal officiel paru le jeudi 13 octobre 2016. Nous y reviendrons dans la page consacrée à la Troisième République. En question, je le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui au Togo. Il va prendre part demain à Lomé au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue sont autant de sujets qui seront débattus par les chefs d'État. Ce sommet devrait aboutir à l'adoption d'une charte devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal du développement économique et social de l'Afrique. Et ici, en Côte d'Ivoire, le partenariat État-secteur privé enregistre des avancées. Celles-ci ont été saluées par le Premier ministre à l'occasion des journées nationales de partenariat instaurées entre les deux entités. Ce cas de concertation entre le public et le privé a permis l'amélioration du climat des affaires. On en reparlera également dans cette édition. Je vous propose maintenant en image l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État va prendre donc part demain à Lomé au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Nous allons le voir en image. Les dieux de la technique sont de nos côtés. Je rappelle donc que la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue sont autant de sujets qui seront débattus par les chefs d'État. Ce sommet au Togo devrait aboutir à l'adoption d'une charte devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Togo, comme un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour prendre part au sommet extraordinaire de cette organisation sur la sécurité maritime. Arrivé ce vendredi aux environs de 16h45 dans la capitale togolaise, le chef de l'État ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Après avoir reçu les honneurs militaires dus à son rang, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'être à cette rencontre aussi importante par rapport aux enjeux, notamment économiques. Avant toute chose, je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Président, mon frère, le président Faure Gnassingbé, et dire combien chaque fois que je suis à Lomé, je me sens chez moi, et dire que je sais que toutes les dispositions ont été prises pour que ce sommet soit un véritable succès. Vous savez, il y a un aspect sécuritaire, mais également un aspect économique. Et si l'Union africaine a tenu à faire ce sommet ici, c'est compte tenu de la place que le Togo occupe en Afrique de l'Ouest. Donc je me réjouis d'être en République togolaise. Cette rencontre de Lomé se donne un objectif, celui visant à l'adoption d'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique, toute chose qui permettra aux pays africains d'avoir un texte contraignant pour mener à bien la lutte contre l'insécurité maritime.
Et sur place ici en Côte d'Ivoire, le partenariat État-secteur privé enregistre des avancées. Elles ont été saluées par le Premier ministre à l'occasion des journées nationales de partenariat instaurées entre les deux entités. Ce cadre de concertation entre le public et le privé a permis l'amélioration du climat des affaires et plusieurs projets ont été réalisés, augmentant du coup la croissance, comme nous l'explique Francis Boifo. Avec un taux de croissance moyen de 9%, la Côte d'Ivoire fait partie des économies les plus dynamiques au monde. Cette performance se justifie par une franche collaboration entre l'État et le secteur privé. La volonté d'améliorer l'environnement des affaires s'accompagne d'importantes réformes depuis 2013. Par ces réformes, le taux d'investissement est passé de 9% du PIB en 2011 à 20% en 2015, avec un niveau d'investissement privé estimé à une moyenne de 64,3% de 2012 à 2015. Ce bilan il est véritablement satisfaisant parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup de réformes ont été prises par l'État grâce à ces rencontres. Nous avons aussi indiqué qu'il y avait encore pour nous des efforts à faire dans le cadre, par exemple, de certaines réformes visant à la formation, pour qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Le chef du gouvernement s'est prononcé sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des réformes concernant les différents secteurs socio-économiques. Illustration avec la réforme du dispositif de remboursement des crédits TVA. À ce jour, l'important stock d'arriérés des montants qui étaient de 201 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015 a été totalement apuré. C'est un travail continu. Il faut toujours améliorer les choses que nous allons faire. La journée nationale de partenariat État-secteur privé a été instaurée pour faire le bilan dans les différents secteurs d'activité en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Et on ouvre à présent la Troisième République en question. La Troisième République en question s'ouvre avec ce communiqué de la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, informe la population que le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le mardi 11 octobre 2016 est publié au journal officiel paru le jeudi 13 octobre 2016. Le numéro spécial consacré au projet de constitution est disponible au service du journal officiel du secrétariat général du gouvernement. Le test peut être consulté sur le site internet de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, www.présidence.ci, et celui de la KIDP, www.kidp.ci. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était face aux députés ce matin. Ahmed Bakayoko est allé défendre le projet de loi portant modification d'un article du Code électoral de la loi de 2000. Ce projet de loi porte sur le délai de réception des candidatures au poste de député à l'Assemblée nationale et il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Herman Guivet pour le reportage. Deux articles. Les articles 75 et 80 de la loi 2514 du 1er août 2000 portant code électoral à l'origine de ce plaidoyer du ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, face aux membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Des articles qui fixent deux délais distincts pour la réception des candidatures à l'élection de députés à l'Assemblée nationale. 30 jours pour l'article 75, 45 jours pour l'article 80. Des articles qui doivent s'adapter aux contingences existentielles, aux réalités du moment, pour un objectif, un souci de précision. Avoir plus de cohérence entre deux articles importants de la loi électorale. Un des articles prévoyait un délai de 45 jours et un autre prévoyait un délai de 30 jours, selon que c'était des élections uninominales ou des élections de liste. Pour éviter des conflits d'interprétation, nous avons, avec la Commission électorale indépendante, proposé qu'il y ait un alignement sur 30 jours, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Et cela permet aux candidats députés d'avoir plus de temps pour faire leur dossier. Il est donc apparu nécessaire de fixer un délai unique pour la déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le nouvel article 80 est celui qui a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il stipule que les candidatures à l'élection des députés sont transmises à la commission chargée des élections au plus tard
30 jours avant le début du scrutin, que la commission chargée des élections dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats. Et enfin, que la commission chargée des élections communique cette liste au Conseil constitutionnel dans les 24 heures qui suivent la publication de cette liste. La coordination RHDP du Béret mobilise les populations pour le référendum du 30 octobre prochain. La coordination invite les ressortissants du Béret à dire oui à la nouvelle constitution. Konaté Moussa. Les élus, cadres et ressortissants de la région du Béret se disent favorables à la nouvelle constitution. À peine présentée au Parlement par le président Alassane Ouattara, la coordination RHDP du Béret bat déjà le rappel des troupes. Elle invite les populations à voter massivement pour le oui lors du prochain référendum. Aux élections de 2015, nous avons fait près de 98%. Cette fois-ci, nous voulons faire 100% de oui au référendum. 100% pour accompagner la vision du chef de l'État dans ce projet de réforme constitutionnelle. Le message est bien perçu. Pour le Béret, le référendum est la concrétisation du programme et de la grande promesse et la grande espérance du président Alassane Ouattara pour le 21e siècle. C'est ce que nous venons, n'est-ce pas, de confirmer en disant clairement, sans ambiguïté, à tout le monde que le Béret est pour le oui. Par ma voix, les femmes du Béret, sur toute l'étendue du territoire, elles s'engagent à voter massivement pour le oui. Pour la jeunesse, cette constitution prévoit des dispositions qui vont dans le sens de l'amélioration de ces conditions. Et donc, nous appelons les jeunes à se mobiliser et donc à accorder leur suffrage à cette constitution. C'est donc avec joie que les populations du Béret se préparent pour le 30 octobre 2016, une date historique, peut-être la naissance d'une troisième république. Et la CLP est aussi en campagne pour le référendum. La coalition des leaders du parti au pouvoir appelle les Ivoiriens à opter pour le oui au référendum du 30 octobre prochain. La coalition a lancé cet appel lors d'un meeting tenu cette semaine dans la commune de Cocody. Salimatou Dia, Herman Givi. Le projet d'une nouvelle constitution au cœur d'un meeting à la place Sojifia de Cocody. Face aux populations, la coalition des leaders du parti au pouvoir rappelle les grands moments de l'histoire du pays qui ont suscité le besoin d'une nouvelle constitution. Un besoin qui s'impose toujours aux Ivoiriens, selon Augustin Ouattara, pour la stabilité du pays. Nous appelons la population, le peuple de Côte d'Ivoire, à adopter cette constitution et à aller massivement au référendum pour dire oui au référendum. Parce que c'est une constitution qui arrange pratiquement tout le monde. C'est une constitution qui vient rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est une constitution pour le vivre ensemble. Une sensibilisation et un appel au oui massif que soutient la marraine de la cérémonie, Afoussiata Bambalamine, via son représentant. Comme vous le savez, c'est l'appel massif qui doit être lancé à la population ivoirienne pour soutenir le président de la République dans son initiative de faire la mise à jour constitutionnelle du pays afin que la Côte d'Ivoire entre enfin dans le 21e siècle renforcée, réconciliée avec elle-même. C'est plus qu'un soutien, c'est l'engagement basé sur une conviction profonde. L'opération sensibilisation auprès des populations sur le nouveau contrat social devrait se poursuivre. La coalition des leaders du parti au pouvoir prévoit des meetings à l'intérieur du pays, notamment à Daoukro. Voilà, c'est tout pour ce soir pour la Troisième République en question. Je le disais en début de journal, l'État ivoirien a lancé la mécanisation de l'agriculture. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua a remis donc un important lot de matériel agricole d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA à une cinquantaine d'organisations de producteurs. Le ministre de l'Agriculture affiche ainsi sa détermination à lutter contre la pauvreté en milieu rural, un objectif du gouvernement ivoirien et du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Kadas Ogodougou. Oui, nous allons avec le président Ouattara reléguer la Daba au musée.
Mamadou Sangafowa Koulibaly, depuis Bouaké, est face à une cinquantaine d'organisations de producteurs agricoles venus des régions de Gbeke, du Poro, du Ambol, du Tchologo, de la Bagoué, du Gontougo et du Bunkani, joint l'acte à la parole. 66 motoculteurs, 28 batteuses-vanneuses, 24 égraineuses de maïs, 7 moulins, 3 décortiqueuses de maïs et de riz, 58 bascules, etc. Le tout pour un montant de 508 410 234 francs CFA. Ces producteurs, dans le cadre du Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation mis en place par le gouvernement et ses partenaires pour lutter efficacement contre la pauvreté et améliorer durablement la sécurité alimentaire, entrent dans une phase importante, celle de la mécanisation de l'agriculture pour mettre fin aux corvées contraignantes. Ce matériel agricole permettra aux bénéficiaires de satisfaire leurs besoins en matériel de mécanisation des travaux de labour et de récolte. Dès lors, s'adonner à l'épreuve de la reconnaissance devient un devoir pour ces producteurs. Avec tout ce matériel agricole, en plus de l'aménagement et de la réhabilitation de nos périmètres et bas-fonds dans nos régions, c'est plus de 14 400 tonnes de riz paddy et plus de 10 000 tonnes de maïs qui seront produits. La cérémonie de Bouaké se situe moins de 24 heures après le lancement du Programme national d'investissement agricole PENIA 2. Un avant-goût de l'agriculture nouvelle en Côte d'Ivoire qui est en marche. Si vous nous faites la démonstration que vous pouvez gérer de manière efficace ce matériel et qu'il est rentable pour vous, croyez-moi, cela peut être multiplié par 10, par 100 et tout le territoire sera couvert. Le Programme national d'investissement agricole PENIA 2 est donc en marche. Il est le symbole d'une agriculture ivoirienne qui se réconcilie avec elle-même pour reprendre sa place de prédilection. Le fer de lance de la Côte d'Ivoire nouvelle. Demain, 15 octobre, sera célébrée la Journée internationale de la femme rurale. Avant l'événement, la ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a fait le déplacement à Songon pour s'imprégner des difficultés d'une coopérative rurale. On voit cela avec Sylvie Toury. Elles sont pour la plupart ménagères, célibataires ou veuves. Seules le plus souvent à subvenir aux besoins de la famille, une responsabilité pas toujours évidente. À Songon, dans la banlieue abidjanaise, elles mutualisent leurs forces au sein de la coopérative Chigata. Au nombre de 120, ces femmes tirent leurs ressources du travail de la terre. Elles cultivent le manioc, le piment, la tomate et la salade en fonction de la saison. En 2015, ce sont 17 tonnes de manioc qui ont été produites, contre 10 en 2014. Déployées sur 2 parcelles de 2 hectares, l'une pour le manioc et l'autre pour le maraîcher, ces femmes se retrouvent tous les mercredis pour labourer leurs champs, une source de revenus sûrs pour faire face aux besoins quotidiens des membres de la coopérative. On donne un peu d'argent aux femmes les plus démunies. D'autres prennent 25 000, d'autres prennent 50 000 pour pouvoir faire quelque chose avec, pour pouvoir se retrouver. Et quand elles finissent de vendre, de faire le commerce, on leur donne au moins 1 an, à d'autres 6 mois, à d'autres, pour pouvoir venir reverser l'argent dans la caisse. C'est le modèle de femme rurale que le gouvernement s'engage à soutenir et à promouvoir. La ministre Euphrasie Yao, en charge de la question, a effectué une visite de terrain. Elle est allée s'imprégner de leur réalité. Une réalité qu'elle veut positivement impacter. On le fait dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale. Nous allons faire cela avec plusieurs autres coopératives dans le pays profond. Donc nous sommes venus vraiment vivre le quotidien de ces femmes, les écouter et pouvoir parfaire les programmes que nous mettons en œuvre pour elles. Alphabétisation, appui financier, formation en compétences de vie, quelques contenus des programmes que le ministère de la Promotion de la Femme offre aux femmes des zones rurales. Ce qui est déjà là, on va le faire. Ce qui n'est pas là, on a entendu, on va améliorer les programmes pour pouvoir vous aider. Parce que c'est vous qui nourrissez le monde, c'est vous qui tenez le monde. Tous les 15 octobre, le monde entier célèbre la bravoure de ces femmes rurales. À elles seules,
Elles constituent 43% de la main-d'œuvre agricole et représentent plus d'un quart de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, leur rôle dans la production vivrière est indéniable, d'où l'engagement du gouvernement à les sortir de l'antichambre et œuvrer à leur autonomisation, levier indispensable à l'autosuffisance alimentaire. Et la Côte d'Ivoire au travail veut relever d'autres défis, notamment mettre fin au conflit foncier. Le médiateur de la République initie des formations. Son personnel et des chefs traditionnels se forment sur la prévention et la gestion des conflits fonciers. Sidonie Davila. J'ai jamais eu de chance dans les terrains. J'ai eu à rencontrer le chef de Yorubité et le chef ébrié de Abobo Baoulé. Ils m'ont donné un terrain. J'ai payé le terrain 12 millions. Mais malheureusement, il y a un de leurs fils qui a fait une opposition. Et depuis là, on ne fait que traîner. Et j'ai fini même par dire c'est plus la peine. Au 7e tranche, un terrain, et 22 millions. Il s'est trouvé que le propriétaire même du terrain, où le nom se trouvait sur la pièce d'identité avait été falsifiée. Et celui à qui j'ai acheté le terrain, ce n'était pas le propriétaire. Le problème foncier, un sujet brûlant. Et des expériences pareilles à celles de Julien Aguet, on en dénombre une pléthore partout dans le pays. Les litiges issus de cette situation sont parfois sanglants entre les autochtones, se disant propriétaires, coutumiers de la terre, et les cultivateurs, souvent des Ivoiriens venus d'ailleurs ou des étrangers. Le médiateur de la République, dans son rôle de facilitateur de l'entente et de la cohésion, veut pouvoir apporter des réponses durables dans la résolution de ces nombreux conflits intercommunautaires. Ici, dans cette salle située au sein de l'institution, sont réunis chefferies traditionnelles et collaborateurs de la médiation pour un atelier sur la gestion des conflits fonciers. Au terme de 3 jours de formation, ceux-ci devraient acquérir les aptitudes nécessaires au règlement efficace des litiges fonciers. Dans toute médiation et la recherche de règlement de tout conflit, certaines qualités et conditions sont nécessaires, notamment l'impartialité, la neutralité, la confidentialité, le respect, l'écoute et la disponibilité, auxquelles s'ajoute une bonne dose de connaissance de la culture et des usages locaux, ainsi qu'une participation active et de bonne foi des parties au conflit. Dans la mise en œuvre du plan d'action pour la résolution des conflits fonciers, le médiateur de la République bénéficie de l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une organisation qui mesure déjà l'importance d'une telle formation. La Côte d'Ivoire vient d'être honorée à Paris, en France. Le pays a obtenu le prix de la meilleure gestion de l'administration publique. Le prix a été remis au ministre ivoirien de la fonction publique, Abina Kouakou. Il participe actuellement en France à la conférence annuelle du réseau des écoles et instituts de formation de services publics. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. Le modèle ivoirien de la gestion de l'administration publique, cité en exemple à Paris, dans la capitale française. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration reçoit des responsables de la GIFS-MENA et du gouvernement français un prix pour la qualité de la gestion des fonctionnaires ivoiriens. Pour cette édition, ce sont 6 pays qui ont été retenus. Il s'agit entre autres de l'Égypte, du Liban, du Sénégal, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. La France consacre à cette mission des moyens conséquents. Plus de 6 millions d'euros pour financer des bourses qui permettent à des fonctionnaires étrangers de venir en France se former auprès des écoles de service public, à commencer par la plus prestigieuse et aussi la plus critiquée de toutes, l'École nationale d'administration, ou encore le Centre national de la fonction publique territoriale. Le ministre Pascal Kouakou Abina a traduit la satisfaction du gouvernement ivoirien aux autorités françaises et aux responsables de la GIFS-MENA. Pour lui, tous ces efforts s'inscrivent dans la dynamique de développement mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Les gens ne savent pas, mais c'est des actions très simples qui peuvent nous permettre d'aller vers cette modernisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place la Commission nationale de la modernisation, qui est composée de tous les ministères techniques, présidés par M. le Premier ministre lui-même. Parce que vous savez que
Une administration, pour être efficace, doit être également diligente parce qu'elle doit rendre un service de qualité et, j'allais dire, en temps réel aux usagers. Cette rencontre a permis la signature de plusieurs conventions entre des organisations internationales et des instituts de formation membres de la GIFT-MENA. Allergologie et environnement, c'est le thème de la 15e conférence francophone des médecins allergologues qui sont réunis donc à Abidjan. Il s'agit pour ces praticiens venus de pays francophones de s'imprégner des bonnes pratiques afin donc de pouvoir mieux apporter des traitements à ces allergies, des séances plénières, des formations, des cas cliniques, meubles, ces journées professionnelles, nous explique Serge Koulia. Avant d'aborder les objectifs majeurs de cette conférence internationale, il importe de définir la notion d'allergologue. Un allergologue, c'est celui qui soigne les maladies allergiques, c'est-à-dire l'asthme, l'eczéma, les allergies alimentaires, la rhinite, la conjonctivite, les allergies médicamenteuses, les allergies au venin, tout ça, ça fait partie de la palette de l'allergologue. Donc des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, pas seulement dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays émergents. Cette spécialité de médecine compte 12 praticiens en Côte d'Ivoire. 12 praticiens qualifiés pour traiter les cas d'allergie, parfois mortels. On peut faire un choc anaphylactique si on est allergique par exemple à un aliment qu'on ne savait pas, qu'il ne fallait pas le consommer, ou à un médicament. C'est des pathologies qui touchent beaucoup d'organes parce que c'est lié avec notre système immunitaire. Organisée par l'Association ivoirienne de formation continue en allergologie, cette 15e conférence francophone se tient autour du thème allergologie et environnement. L'environnement, il y a l'environnement extérieur. Donc il suffit tout de suite qu'il y ait un pollen de fleurs qui libère une substance que je ne supporte pas. Je peux éternuer et je fais une rhinite allergique d'origine pollinique. À l'étranger, ils ont ce qu'ils appellent leur calendrier pollinique. Ils savent qu'à certaines saisons, certaines plantes libèrent des pollens qui vont entraîner des réactions allergiques. Nous, on n'a pas fait notre calendrier pollinique. C'est un objectif vers lequel on doit atteindre pour permettre aux malades qui ont des rhinites allergiques de se protéger pendant ces périodes. Ces rencontres professionnelles vont permettre d'enrichir les connaissances des participants en matière d'allergologie. Au menu, des formations, des séances plénières et des cas cliniques. La représentante de la ministre de la Santé et le ministre du Tourisme ont apporté leur soutien à la grande communauté des allergologues francophones. Depuis quelques semaines, des remous agitent la brigade de la salubrité urbaine. Eh bien, pour apaiser la situation, la ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement a reçu à son cabinet les agents mécontents. Anne-Désirée Ouloto les a exhortés à la discipline dans l'exercice de leur profession. Alexis Bouetraogo. Ce jeudi, chez Anne Ouloto, l'on s'est parlé droit dans les yeux. La ministre recevait les agents d'intervention de la brigade de la salubrité urbaine. Depuis quelques jours, difficile pour eux de s'entendre avec leur hiérarchie. Les agents revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail. Mais voilà, le droit, selon la ministre, n'est pas pour eux. La Nassur n'a pas compétence pour établir à des contractuels des contrats à durée indéterminée. Ces jeunes gens qui sont des ex-combattants, qui nous viennent de l'ADDR, recrutés pour certains depuis 2011, sont soumis à la rigueur donc, du cadre réglementaire et légal des statuts de la Nassur. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que ces textes qui peuvent régir donc, l'organisation non seulement de la brigade, mais également le statut de ce personnel privé. Nous les ramenons donc à leur hiérarchie pour qu'ils apprennent que dans un état de droit, il y a la discipline, il y a l'ordre, il y a le respect de la hiérarchie. 4 heures de discussion au terme desquelles les agents reconnaissent leur réaction non professionnelle. Dorénavant, nous allons mieux nous organiser pour pouvoir faire passer nos revendications au niveau du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. C'est ce que nous avons retenu. La ministre a pour finir invité les jeunes gens au sérieux et à la discipline au travail. Une délégation de haut niveau de la Confédération syndicale internationale séjourne actuellement à Abidjan. La délégation a rencontré la centrale syndicale Humanisme à son siège dans la commune d'Agamé et les échanges ont porté sur la procédure d'affiliation de la centrale syndicale Humanisme à la conférence syndicale internationale.
Le gouvernement israélien a annoncé la suspension de sa coopération avec l'UNESCO. Cette décision arrive au lendemain d'un vote du Conseil exécutif de l'organisation. Pour l'État hébreu, cette résolution privilégie l'État palestinien au détriment de, privilégie l'héritage palestinien au détriment de celui des Juifs. Le texte devrait être formellement adopté la semaine prochaine en Conseil exécutif au siège de l'UNESCO à Paris. Et aux dernières nouvelles, la réunion devrait être repoussée pour favoriser le dialogue entre Israël et l'UNESCO. On termine en Égypte où au moins 9 soldats ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï où l'armée combat une branche locale de l'organisation djihadiste État islamique. Les soldats ont été pris pour cible pour des tirs au mortier. Des attentats djihadistes visent quasi quotidiennement les forces de sécurité dans le nord du Sinaï depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. Et je rappelle, pour terminer, que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui au Togo. Il va prendre part demain à Lomé au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue sont autant de sujets qui seront débattus par les chefs d'État. Ce sommet devrait également aboutir à l'adoption d'une charte devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal du développement économique et social de l'Afrique. Merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce journal. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure et avec beaucoup de plaisir à 20h.